Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus encore une fois aussi nombreux pour cette troisième conférence magistrale, troisième grand témoin ce matin qui est avec nous et qui inaugure ce cycle donc 2016 réservé à la réflexion qu'on a entamée avec Epitech et le magazine Uzbek Erika sur l'avenir de la France et plus largement sur l'avenir de notre espèce. Je me présente, je m'appelle Blaise Mao, je suis rédacteur en chef du magazine Uzbek Erika justement. Vous avez vu mon collègue Thierry Keller sur les premières conférences et on se retrouvera d'ici la fin de l'année sur plusieurs conférences puisqu'on va alterner avec Thierry sur l'animation de tout ce cycle de débats qui va nous occuper donc jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, on n'a pas choisi de parler du vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, poser la question du vivre ensemble nous paraissait une évidence, ou plus exactement poser la question comment vivre ensemble encore aujourd'hui dans un pays et à une époque où les fractures de tous ordres, qu'elles soient économiques, sociales, identitaires, n'ont jamais été aussi sensibles. Et cette question du vivre ensemble, de la resocialisation, on a choisi de la présenter et d'en discuter avec Bernard Stiegler, qui est l'un des seuls philosophes contemporains en France à avoir placé la question technique au cœur de sa pensée, au point d'être présenté comme le penseur français de la technique et plus précisément de l'automatisation de la société. On ne présente plus vraiment Bernard Stiegler, mais je vais quand même m'y risquer en quelques mots. Bernard Stiegler est devenu philosophe sur le tard, à la quarantaine passée. Il a soutenu sa thèse sous la direction de Jacques Derrida à l'EHESS au début des années 90. Professeur associé à l'université de Compiègne, l'université technique de Compiègne. Il a dirigé un temps l'INA et l'IRCAM, avant de créer en 2006 l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Georges Pompidou, qui dirige toujours aujourd'hui. Au milieu des années 2000 aussi, il a créé Ars Industrialis. Ars Industrialis, c'est un groupe de réflexion philosophique, un laboratoire d'idées qui se définit comme une association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Je vous invite à aller sur le site d'Ars Industrialis, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Mais Bernard Stiegler est aussi un philosophe de terrain qui passe de la théorie à la pratique et qui expérimente les idées qu'il défend. Depuis quelques mois, il accompagne la transformation de la communauté d'agglomération Plaine Commune en Seine-Saint-Denis pour qu'elle devienne un territoire apprenant contributif. On va en reparler. Ça se traduit notamment par la création d'une chaire de recherche contributive et la distribution d'un revenu contributif à quelques centaines de jeunes tirés au sort. Je sais que vous avez parlé hier du revenu universel. On va à mon avis, y revenir en fin de session. Et bien sûr, Bernard Stiegler, son œuvre est riche, dense, une trentaine d'ouvrages depuis 30 ans, dont les derniers en date, La société automatique, tome 1 sur le travail en 2015. L'emploi est mort, vive le travail, petit livre d'entretien avec le journaliste et essayiste Ariel Kirou, que je vous invite à lire. Beaucoup plus petit format, une trentaine, une cinquantaine de pages qui se lit très vite et qui explique très bien les enjeux du travail et de l'avenir du travail. Et puis dans la disruption, comment ne pas devenir fou? Voilà le sous-titre, comment ne pas devenir fou dans la disruption, sorti en mai dernier, qui va être la base de notre discussion aujourd'hui. Pour lancer un petit peu le débat, donc, je vous donnerai évidemment le micro. J'ai aussi les questions des autres étudiants à Paris et en France qui remontent sur la tablette. Et donc, on va alterner un petit peu tout ça. Ce ne sera pas un monologue, ce ne sera pas non plus un dialogue entre Bernard et moi. On va essayer de faire le plus participatif possible. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos questions. Et puis, je m'arrangerai pour en prendre un maximum. Mais pour lancer le débat, je voulais quand même poser une première question, Bernard, sur ce concept de disruption. On est à une époque où on ne cesse d'entendre, de vanter les mérites des startups et des boîtes, toujours les plus innovantes, les plus disruptives, celles qui cassent les codes, qui cassent les règles. Or, selon vous, c'est justement cette disruption qui pose problème et qui nous rend collectivement fous, ce qui est un terme fort. En quoi la disruption est-elle, je vous cite, une nouvelle forme de barbarie? Et en quoi s'oppose-t-elle à la socialisation, à la civilisation? Merci. Alors, peut-être juste pour situer le cadre de cette affirmation que j'ai faite dans ce bouquin, en effet, il se trouve que, pour tout dire, ce livre, je l'ai écrit après l'attentat de Charlie Hebdo. Voilà. Et dans Ars Industrialis, nous avons eu un débat, qu'est-ce que nous faisons par rapport à l'attentat de Charlie Hebdo? Et moi, j'ai dit, on ne fait rien.
Et comme je suis président, j'ai un droit de veto. J'ai mis mon veto. J'ai interdit qu'on parle de Charlie Hebdo parce que je ne voulais pas qu'on entre dans le merdier médiatique immédiat avec tout le monde qui exprime ses machins. Et je disais, il faut qu'on réfléchisse. Voilà. Il faut vraiment réfléchir. Et c'est dans la suite de ça que j'ai écrit ce bouquin, en fait, pour essayer de réfléchir moi-même. Moi, j'écris des livres pour moi, c'est-à-dire pour m'aider à penser des problèmes. Voilà. Puis après, j'essaye de les écrire suffisamment bien pour que ça puisse intéresser d'autres personnes. Voilà. Et quand j'ai fait ce travail, bon, je suis allé voir de plus près ce que c'est que Daesh et tout ça, puisque ces gens, ces assassins se revendiquaient de Daesh. Et Daesh, c'est un mouvement qui s'est instauré en Irak suite à l'invasion de l'Irak par non seulement l'Amérique, mais l'Occident uni, beaucoup d'Occidentaux, sauf la France, grâce à Dominique de Villepin, et heureusement qu'il était là. Et si on avait continué comme il avait fait, il n'y aurait jamais eu Charlie Hebdo, je le dis en passant. C'est important de le dire quand même. En Irak, il y a des anciens agents secrets de Saddam Hussein qui sont devenus des musulmans. Ils ne sont pas du tout des musulmans. Ils sont devenus des manipulateurs, voilà, d'un mouvement qui par ailleurs existe au Moyen-Orient, bon, de combat entre différentes représentations de l'islam, etc., dont certaines formes sont extrêmement radicalisées et violentes, en un sens bien connu de tout le monde aujourd'hui. Mais il se trouve que lisant cela, j'ai lu un truc que certains appellent la Bible, entre guillemets, de Daesh. Et ce texte, vous pouvez le trouver, on le trouve en ligne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut semer le chaos, détruire toutes les structures sociales, hacker le social. Voilà. Pour pouvoir prendre le contrôle, il faut créer un bordel tel qu'ensuite les gens ont besoin d'un truc fort et donc ils se soumettront à notre logique forte. Et là, ça m'a fait penser à un texte que j'avais lu. Je suis désolé, ça va peut-être vous choquer, mais d'un ami à moi en plus qui s'appelle Nicolas Colin. Je dis que c'est un ami à moi parce qu'il a fait un livre sur les multitudes auquel j'ai contribué. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il a fait aussi un rapport extrêmement intéressant sur la fiscalité et le numérique. Mais Nicolas Colin a monté un groupe qui s'appelle la Family, qui est appelons ça une pépinière de start-up avec des business angels, etc., qui dit quoi? Il faut tout hacker, il faut tout casser, il faut semer le chaos, il faut... voilà. Et nous nous appelons les barbares, puisqu'ils se désignent eux-mêmes comme des barbares. Et le titre, le nom du site, c'est Les barbares attaquent. Et je dis, c'est pas un hasard. Évidemment, j'accuse pas du tout la famille ou Nicolas Colin, encore moins d'être des barbares. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Mais je trouve que ça dit quelque chose d'intéressant. Alors après, qu'est-ce que c'est que la disruption? En fait, la disruption, c'est un livre d'un Français qui s'appelle Jean-Marie Dru, qui aujourd'hui dirige une boîte aux États-Unis, une boîte de marketing, de publicité plus exactement. La disruption, c'est quelque chose qui est aujourd'hui enseigné à Harvard. Il y a une chaire d'innovation disruptive, de stratégie disruptive. Et la disruption, aujourd'hui, c'est une stratégie. En fait, to disrupt en anglais, ça veut dire bouleverser, tout simplement. Hein. C'est le bouleversement. En français, c'est un mot qui n'existe pas, sauf en physique nucléaire, parce que la disruption, c'est un moment dans une réaction en chaîne, en physique nucléaire. Mais depuis 1996, à cause du livre de Jean-Marie Dru, en français, c'est devenu une stratégie marketing et de développement industriel. Pourquoi faire? Pour tétaniser ses adversaires par des innovations tellement stupéfiantes qu'elles paralysent tout le monde. Moi, j'ai été membre du Conseil national du numérique pendant 3 ans. Et donc, j'ai eu à répondre à des demandes de ministres, de grandes administrations, de députés, de groupes sociaux, de groupes parlementaires, etc., sur, par exemple, sur Uber, par exemple, ou sur un tas de questions qui sont liées à quoi? À la disruption digitale. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la disruption, c'est ce qui a commencé en 1993 avec le World Wide Web. En passant, je vous le dis, c'est important à mes yeux, ce qui a fait la très grande transformation numérique que nous vivons, ce n'est pas l'Internet. On nous dit toujours c'est Internet, etc. Ce n'est pas vrai. Internet a été créé en 1974. Ça a fonctionné pendant très longtemps, jusqu'en 1993, sans que quasi personne en Europe ne sache ce que c'est, sauf les universités françaises, enfin universités européennes, parce qu'il y a eu des accords d'abord entre l'armée américaine et l'université américaine, ce qui a fait que l'Internet est devenu
un système d'adressage pour les universitaires américains, et ensuite, il y a eu une exportation vers les universités européennes. Voilà. Et moi, j'avais une adresse Internet en 1980 et quelques. Voilà. Mais très peu de gens utilisaient Internet. Voilà. Les gens ne savaient même pas ce que c'était qu'Internet. C'est en 1993, quand le web est apparu, que tout à coup, tout le monde est passé sur le net via le web. Et c'est le web qui a rendu possible cet accès de masse. Le web a créé un phénomène de disruption. Qu'est-ce que ça veut dire, disruption? Ça veut dire une très grande accélération de l'innovation. Avec en effet, par ailleurs, toute une technologie de hacking qui est casser du code, mais pas simplement du code. C'est casser plein de choses. Voilà. Et c'est prendre de vitesse un certain nombre de processus. Alors, comprenez-moi bien, moi je ne suis pas du tout contre l'innovation. Au contraire, je dirige un institut d'innovation. Je suis théoricien de l'innovation. J'ai fait un master d'innovation à l'université de Compiègne, etc. Mais ce que je dis, par contre, c'est que l'innovation, c'est ce qu'explique Bertrand Gilles dans un livre qui s'appelle L'histoire des techniques, aux éditions de la Pléiade, dans les prolégomènes. Bertrand Gilles dit l'innovation, c'est ce qui permet le développement de la société. C'est pas casser la société. Et donc le sujet, c'est l'être ensemble, le vivre ensemble. Quand on casse la société, les gens n'arrivent plus à vivre ensemble. Alors ils se tapent dessus. Et en ce moment, en France un peu plus qu'ailleurs, nous commençons à nous taper un peu trop dessus. Voilà. Et je pense qu'il va falloir trouver... J'ajoute juste un mot pour être précis, parce que j'ai une définition de la disruption. La disruption, dans ce sens-là, hein, parce qu'il y a d'autres possibilités, c'est ce qui crée des vides juridiques, et ça permet ce que j'appelle le Far West technologique. Vous n'êtes pas hors la loi, vous êtes dans un vide juridique, il n'y a pas de loi. Donc vous faites ce que vous voulez. C'est par exemple Uber, c'est ça. Et deuxièmement, ça crée un vide théorique. Et ça, c'est très embêtant, le vide théorique, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas enseigner ça dans Epitech, vous ne pouvez pas enseigner ça dans les écoles ou les universités, etc. Et donc, vous êtes dans une espèce d'incapacité d'avoir des critères rationnels de prise de décision. À ce moment-là, c'est le premier qui tire qui a gagné. C'est le Far West. Justement, pour prolonger cette idée, une question qui remonte, qui demande qui tient les rênes de cette disruption. Et la formulation de la question est intéressante. Est-ce que cette disruption, elle est pilotée, elle est contrôlée, ou est-ce qu'on est vraiment face à un phénomène éclaté qui vient de multiples sources? Et peut-être c'est pour ça que vous utilisez aussi ce système de barbare, qui est, là aussi il y a une question, est-ce que ce terme est vraiment positif ou négatif? Parce que les barbares étaient ceux qui n'étaient pas dominés par la civilisation. Donc ce terme de barbare, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes de cette disruption? Alors la réponse, c'est clairement non, absolument non. Personne ne tient les rênes, et c'est bien ça qui est un peu embêtant aussi. Moi, j'admire beaucoup les innovateurs américains. Je travaille d'ailleurs beaucoup avec eux. Je vais très souvent en Californie, je vais y aller dans 2 semaines, et je sais comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils lancent des trucs, ils font de la correction de trajectoire absolument en permanence, mais ils ne maîtrisent pas les choses. C'est tout comme un navigateur qui part en mer quand il y a une tempête, et il y a des navigateurs qui partent malgré la tempête, ils ne maîtrisent pas, mais ils pilotent. Ils ne maîtrisent pas parce qu'à un moment donné, il peut y avoir une lame qui fait que le bateau chavire, il coule. Bon. Et ils savent qu'il y a un danger, mais ils le courent. Voilà. Ils ne maîtrisent pas. Maîtriser, ça voudrait dire savoir que je vais tout contrôler et arriver au port en toute certitude. Non. Eh bien, les startups et les entreprises de la Silicon Valley, ils savent travailler comme ça. Ils sont soutenus par des capitaux risqueurs qui savent qu'il n'y a que comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent, de toute façon. Donc, mais ils ne contrôlent rien. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui tient les rênes. Par contre, il y a des gens qui ont une intelligence de la disruption. Et moi, vous parliez tout à l'heure de pleine commune, ce que je vais faire, c'est une disruption à la française. En Seine-Saint-Denis, là où il y a des kalachnikovs et tout ça. Parce que c'est là qu'il faut bosser. Ce n'est pas dans le 16e arrondissement. Alors, quant aux barbares, évidemment, c'est une imagerie barbare. Hein. C'est toujours les civilisés qui accusent les autres de ne pas être des civilisés, donc d'être des barbares. Donc il faut se méfier de ce genre de termes. Là, j'emploie une terminologie qui est employée par les gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que je ne les accuse pas d'être des barbares. Je dis, ils se désignent comme des barbares, donc qu'est-ce que ça veut dire? Après, de toute façon, les barbares, ce sont ceux qui viennent changer les situations, c'est-à-dire qui débarquent. Alors, les envahisseurs, en général, on les présente comme des envahisseurs. Souvent, ils apportent des choses positives aussi. Mais maintenant, la question, c'est pas de porter du jugement sur les barbares ou la civilisation, qui va très mal, parce que la civilisation française est quand même, et occidentale en général, est quand même un peu mal, hein, mal en point, faut quand même le dire, quoi. Il y a le procès Cahuzac aujourd'hui, ministre des Finances, chargé de la lutte contre l'évasion fiscale, et qui était un des plus grands fraudeurs, donc c'est quand même terrifiant.
Ça, c'est très, très décadent. Bon. Est-ce que c'est encore une civilisation, ça? Ça, c'est de l'or pour Daesh. Mais les barbares, au-delà de l'imagerie et toutes ces choses-là, il faut arriver à dépasser le stade du conflit entre civilisation et barbarie pour entrer dans la paix prospère, dans la prospérité. Et là, je pense que, si vous voulez, je termine juste là-dessus. Moi, je dis en ce moment, je travaille avec Julian Assange maintenant, et j'essaye de le convaincre, il est assez convaincu, de dire il faut passer dans l'âge des post-hackers. On a hacké pendant 30 ans, il fallait le faire. Maintenant, il faut aller plus loin. Il ne faut plus seulement casser, il faut construire. Alors, on va reparler de ça, évidemment, de reconstruction. On va reparler aussi de pleine commune un petit peu plus tard. Mais juste pour clarifier, il y a beaucoup de questions qui remontent sur Daesh. Vous avez commencé votre intervention sur Daesh. Qu'on comprenne bien en quoi... Est-ce que Daesh est un disrupteur de la société à sa manière, de notre société occidentale? Et est-ce que vous n'avez pas comparé Nicolas Collin, vous ne l'assimilez pas à Daesh, mais qu'on comprenne bien voilà, en quoi il y a une forme de barbarie qui s'exprime de plusieurs manières et en quoi Daesh est un disrupteur? Alors, comprenez bien, hein, je ne compare pas Nicolas Collin et Daesh. Hein. Nicolas Collin, c'est un type bien, très intéressant, très intelligent. Moi, je pense qu'il est en train de se fourvoyer, mais bon, ça, c'est mon jugement. Vous pouvez en avoir un tout à fait différent. En tout cas, c'est tout à fait quelqu'un de respectable. Alors que Daesh, c'est absolument pas respectable, bien entendu. Et ce sont des criminels. Nicolas Collin n'est pas un criminel. Ce que je reproche un peu à Nicolas Collin et à The Family, c'est en fait d'enchaîner sur le modèle disruptif de la Silicon Valley. Et le modèle disruptif de la Silicon Valley, il est bénéfique pour la Silicon Valley. Il n'est pas du tout bénéfique pour l'Europe. Il faut être clair. L'Europe est en train d'être flinguée par les Silicon Valley. Il faut être clair là-dessus. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il faut attaquer la Silicon Valley. Moi, je suis un pacifiste. Je suis pas pour la guerre du tout. Mais il faut développer des modèles européens. Je radis un truc quand même, c'est très important. Le web a été inventé en Europe. Et ce qui est triste, c'est que c'est Al Gore, le vice-président des États-Unis, qui a compris l'importance du truc. Et donc il l'a utilisé à son profit. Mais c'était un investissement de l'Union européenne, le web. Voilà. Et pas un seul homme politique français, pas un seul entrepreneur français n'a été foutu de comprendre ce que c'était. Alors maintenant, la stratégie que développe The Family, c'est de se coller à l'écosystème de la Silicon Valley. D'accord, mais ils travaillent pour la Silicon Valley, ils ne travaillent pas pour nous, je suis désolé, c'est pas vrai du tout. Bon, mais maintenant, je ne veux pas... quant aux gens de Daesh, je n'appellerais pas ça des disrupteurs, je les appellerais des criminels, point c'est tout. Voilà. Et c'est beaucoup plus grave d'être criminel que d'être disrupteur. Le disrupteur crée du non-droit, du vide juridique, etc., tandis que le criminel, lui, il crée du crime. C'est pas du tout la même chose quand même. Il est vraiment hors la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir dans Daesh qui quand même est impressionnant. D'ailleurs, un de mes amis, qui est Jean-Louis Comolli, vient de publier un livre là-dessus. C'est la capacité que Daesh a utiliser les médias et a une intelligence diabolique des médias. Parce que Daesh cartonne parce qu'ils ont réfléchi. Hein. Ce pas des gens qui font ça simplement comme ça. Il y a des agents secrets derrière tout ça. Et donc, il montre toutes les failles du dispositif. Donc, il casse. Alors là, on pourrait dire, oui, il hack le système, plutôt pas tellement médiatique, des numériques, mais des médias audiovisuels. Voilà. Et ils exploitent ça diaboliquement, en exploitant aussi ce que l'Occident des 30 dernières années a beaucoup cultivé, c'est-à-dire ce que j'appelle la télévision pulsionnelle, qui cherche du sang et du sperme tout le temps. Voilà. Et aujourd'hui, on a des acteurs, des téléspectateurs qui sont des addicts, qui ne s'intéressent plus qu'aux trucs très très violents. C'est comme les toxicos qui ont besoin à un moment donné des super flashs, à un moment donné ils se prennent une overdose et ils crèvent. Mais parce qu'on est dans une situation d'addiction généralisée à cette forme de médias pulsionnels. Alors justement, comment remettre la technologie au service du vivre ensemble? C'est une des préoccupations et une des bases de la réflexion du dernier livre. Comment désautomatiser par l'automatisation? Comment remettre les technologies qui aujourd'hui sont utilisées dans un sens aliénant? Vous allez peut-être revenir sur ce terme. Les remettre au service du vivre ensemble. Quelles sont les pistes aujourd'hui qui existent pour ça? D'abord, il faut recréer un avenir économique. Moi, je prends très très au sérieux les études, très nombreuses maintenant. Les plus connues sont le MIT avec Oxford, qui annonce depuis déjà 2 ans et demi maintenant qu'avec le digital, on entre dans une nouvelle vague d'automatisation qui s'appuie à la fois sur la data economy, c'est-à-dire le fait que nous produisons tous des cookies, etc.,
les nouveaux robots. Quand je dis les nouveaux robots, ça peut être les aspirateurs qui font le ménage tout seuls, les bagnoles qui roulent toutes seules et qui sont en train de débarquer. Là. Dans 2 ans, il y en aura en France. Et bien entendu, les nouveaux humanoïdes qu'on trouve dans les entreprises chinoises, qui sont des robots qui coûtent 30 000 euros mais qui remplacent les ouvriers. Le gouvernement chinois vient de lancer un plan pour 100 millions de robots comme ça en Chine. 200 millions de travailleurs qui vont être remplacés par ces robots. 200 millions de travailleurs. Voilà. Et sans parler de Foxconn qui est déjà plus d'1 an et demi à publier, à lancer 17 milliards d'investissements avec Google dans le développement de ce genre de robots pour remplacer 1,5 million d'ouvriers, c'est ceux qui fabriquent les smartphones, les tablettes, etc., à Shenzhen. C'est en train de débarquer, cette nouvelle vague de l'automatisation. Et selon les chiffres que je crois sérieux de MIT, d'Oxford, mais aussi de 40 autres lieux qui ont étudié la question, 50% des emplois, en gros, sont menacés de disparition à échéance de 20 ans. Ça veut dire, bon, Plaine Commune, c'est de ça dont j'ai parlé avec le président de Plaine Commune il y a déjà 2 ans et demi. Un jour, il m'a demandé, il suit ce que fait Ars Industrialis, on est devenus copains, donc on se tutoie. Un jour, il m'a demandé, mais tu veux pas faire des trucs pour nous à Plaine Commune, tout ça. J'ai dit, si tu veux qu'on fasse des trucs ensemble, le seul truc que je veux qu'on fasse, c'est lutter contre le chômage des jeunes en Seine-Saint-Denis. Quand j'ai discuté avec lui, les moins de 25 ans étaient 38% au chômage. Aujourd'hui, ils sont 50%. Et dans 8 ans, selon les chiffres de Roland Berger, ils seront 80%. Attendez, vous croyez que la Seine-Saint-Denis va rester calme avec 80% de mecs au chômage? C'est la guerre totale. Donc si on ne fait rien, là c'est vraiment la catastrophe. Et ça ne sera plus en Syrie la catastrophe, avec de temps en temps des attentats, ça sera ici. Voilà. Donc il faut faire quelque chose. Et je dis qu'on peut absolument faire quelque chose. Parce que l'automatisation, ce n'est pas du tout une catastrophe. Si on en a une vraie politique intelligente, c'est une chance. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'on peut faire plein de travaux à toutes sortes de gens. Pas simplement de conduire des camions ou je ne sais pas quoi. Du travail d'avocat, il y a plein de choses qui vont disparaître. Les gens les plus menacés aux États-Unis aujourd'hui, ce sont les lawyers. Parce que ce sont des gens qui dépouillent des arrêts, des arrêts de jugement, etc. Aujourd'hui, on fait faire par les big data. Et donc, il y a des tas de gens dans le monde médical, dans le monde juridique, etc., qui vont éjecter. Des ingénieurs aussi, qui vont éjecter. C'est pas du tout que le petit peuple, hein. C'est aussi les cadres, et même les cadres supérieurs. Mais moi, je dis, d'abord, il y a un problème macroéconomique évident, hein, et j'en parle avec de très grands acteurs du CAC 40 en France, hein, donc je ne peux pas vous dire de qui il s'agit, mais ce sont des très grands acteurs. Ils me disent, vous avez raison. Et on le sait. Ils disent que j'ai raison quand je dis que si on perd même pas 50%, mais ne serait-ce que 30% des emplois, ça s'effondre l'économie. Il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus de consommation, tout se casse la gueule. Donc on va être obligé de redistribuer. Et ce n'est pas le revenu minimum d'existence qui va permettre la redistribution. Le revenu minimum d'existence, c'est entre 400 et 800 euros maximum. Au-dessus de 1 000 euros, de toute façon, ce n'est pas possible de payer. Voilà. Dans l'état de l'économie, ce n'est pas concevable. Ça ne tient pas la route. Ça a été étudié par les inspecteurs des finances. Non. Donc c'est un revenu de misère, c'est que dalle. Et les gens ont juste de quoi se payer à bouffer. Donc c'est pas ça qui va faire tourner la consommation. Le problème, c'est de faire ce que Ford a rendu possible en 1910 en Amérique, c'est que mes ouvriers peuvent acheter la bagnole qu'ils produisent. C'est ça qui fait tourner l'économie aujourd'hui. Voilà. Et pour ça, il faut un vrai revenu. Ce n'est pas un revenu minimum d'existence. Nous appelons ça le revenu contributif. C'est un revenu qui est calqué sur le régime des intermittents du spectacle. Je connais très bien les intermittents. J'ai dirigé l'INA, vous l'avez dit, et j'étais le premier formateur d'intermittents. Parce que l'INA Formation, c'est un très gros centre de formation. La moitié, c'est des intermittents qui viennent. Et en plus, après, j'ai employé des intermittents, beaucoup d'intermittents, parce que j'étais ensuite à l'IRCAM, c'est-à-dire que je travaillais dans le spectacle vivant, et donc je connais très bien les intermittents. Puis mon fils est intermittent par ailleurs. Et qu'est-ce que c'est qu'un intermittent? Comment ça fonctionne, l'intermittent? Un intermittent, c'est quelqu'un à qui on donne de l'argent pour pouvoir développer ce qu'il sait faire. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est dans le champ du théâtre, du cinéma, des arts vivants, du spectacle vivant, etc., de la musique. Mais vous avez remarqué que nous vivons dans l'Anthropocène. Vous avez entendu parler de l'Anthropocène. Vous avez peut-être entendu parler de l'Anthropocène le 29 août, puisque le 29 août à Cape Town, il y a eu une réunion très importante de l'Association internationale de géologie, qui a officiellement admis que l'Anthropocène était une hypothèse vraisemblable,
qui est que nous serions entrés dans une nouvelle ère géologique, et dans cette nouvelle ère géologique, l'homme serait devenu une force plus grande que ce qu'on appelle les grands équilibres de la biosphère. Et c'est pour ça que le GIEC, il y a 2 ans, en 2014, a publié un rapport, il y a presque exactement 2 ans, disant « Attention, on n'a que 10 ans pour changer les choses, sinon après c'est trop tard ». Après, il va se produire un shift, c'est-à-dire un bouleversement chaotique. On ne peut plus rien contrôler du tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous vous rendez compte de ça quand même? C'est super grave. Comment ça se fait qu'on ne parle pas que de ça tout le temps? On devrait parler que de ça tout le temps. Et on dit et dire, il faut résoudre ce problème. C'est super important. D'ailleurs, la Chine l'a très bien compris. La Chine a annoncé il y a 2 jours qu'ils signaient les accords de Paris, etc., etc. Et ils ont une stratégie. Ils ont fait baisser de 80% le coût du photovoltaïque, les Chinois. J'enseigne en Chine. On les critique beaucoup, et à juste raison, très souvent. Mais ils prennent des mesures par rapport à ça. Et les Chinois, ils comptent bien que d'ici à 20 ans, le carbone, le charbon, etc., aura disparu en Chine. Mais ils ont une stratégie de développement industriel en disant ils veulent devenir les premiers à fabriquer des robots, mais ils veulent devenir les premiers à faire des énergies renouvelables, alternatives, etc., etc. Comment ça se fait que nous, en France, par exemple, on n'ait aucune stratégie industrielle par rapport à ça? C'est incroyable. Comment ça se fait qu'on laisse l'Allemagne faire ses trucs dans son petit coin, qui est d'ailleurs en train de se faire tout piquer par les Chinois? Et pourquoi qu'on n'a pas une vraie politique européenne de ça? Et bien ça, c'est possible. Mais ça suppose, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens à un revenu contributif. J'ai écrit ce petit livre que vous avez mentionné qui s'appelle « L'emploi est mort, vive le travail ». Qu'est-ce que c'est que l'emploi? L'emploi, c'est défini par, c'est ce que dit le MIT Oxford, automatisable. Quelqu'un qui est employé, c'est quelqu'un qui se soumet à une procédure. Par exemple, le système SAP en comptabilité. On vous dit, vous allez faire ci, ça, etc. Et vous renseignez les demandes du système. C'est ça un emploi. Eh bien, tout ça, c'est ce que dit le MIT, c'est automatisable. Les algorithmes aujourd'hui peuvent le faire beaucoup mieux que les êtres humains. Et c'est ça qui va être automatisé. Le travail, c'est pas automatisable. Et le travail, c'est pas de l'emploi. C'est pour ça que les gens qui travaillent vraiment, souvent, ils se mettent à leur compte. Profession libérale, artisans, artistes, etc. Moi, ce que je dis, c'est que dans l'avenir, on va avoir de plus en plus de besoin de gens qui travaillent et de moins en moins d'employés. Les emplois seront faits par les ouvriers. Pas tout, hein. Il y aura encore 50% d'emplois qui seront faits par des êtres humains, si on croit les modèles. Mais 50% disparaîtront d'après. Et ça devra produire du travail. Ce que j'appelle le travail, c'est ce qui produit des choses qu'aucun algorithme ne peut produire. Et j'ajoute juste un petit mot. L'anthropocène, si on veut comprendre ce que c'est d'un point de vue scientifique, c'est une augmentation du taux d'entropie. Le taux d'entropie, c'est ce qui a été défini en 1865 par un physicien, Clausius, comme étant l'augmentation de la dissipation d'énergie. Vous savez peut-être que l'univers est en expansion, l'énergie se dissipe irréversiblement, et l'entropie, c'est une tendance que l'univers a d'aller vers ce qu'on appelle parfois la mort thermique, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait exactement le sujet. La négantropie, qui a été conceptualisée en 1844 par un physicien aussi, Schrödinger, c'est ce qui permet aux êtres vivants de différer l'entropie, c'est-à-dire de créer localement la possibilité de retenir de l'énergie et de la transformer pour produire quoi? De la biodiversité dans le champ du vivant. L'être humain, il ne produit pas seulement de la biodiversité, il produit ce que j'appelle de la noodiversité, c'est-à-dire de la diversité spirituelle, des œuvres d'art, des modes de vie, des façons de faire des machines, etc. Et aujourd'hui, on va vers, avec l'automatisation généralisée, l'augmentation de l'entropie. Pourquoi? Parce que les systèmes automatisés, ils tendent à faire ce qu'on appelle en théorie des systèmes fermés. Et un système fermé, la théorie des systèmes a montré que c'est un système qui devient anthropique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'autodétruit. Voilà. Et ça, c'est le problème de l'anthropocène. Donc demain, l'économie de demain, c'est une économie qui aura besoin de beaucoup de négantropie pour lutter contre l'augmentation de l'entropie. Et elle aura besoin de payer des gens, comment? Comme les intermittents du spectacle. En leur disant, on vous donne du pognon pour augmenter vos capacités de produire de la négantropie. La condition, c'est que de temps en temps, vous allez bosser et vous allez produire pour une usine, pour un service public, pour ce que vous voulez, pour Epitech, pour je ne sais pas quoi. Vous allez produire quelque chose qui va être valorisé par la société. C'est exactement comme les intermittents. Les intermittents, ils ont le droit de bénéficier de ce régime à condition que 507 heures tous les 10 mois, ils bossent à faire une production. Et ça, je crois que demain, ça sera impératif. Pourquoi? Parce que si on ne redistribue pas les gains de productivité, le marché va s'effondrer. Donc, de toute façon, on est obligé de redistribuer. Le problème, ce n'est pas de savoir si on peut redistribuer, on est obligé. Le problème, c'est comment on redistribue.
Et je dis, il faut redistribuer comme ça. Parce que ça, c'est dynamique, ça permet de créer vraiment une nouvelle dynamique sociale. Et ça donne de l'espoir à la jeunesse. Merci d'avoir expliqué un petit peu les bases du projet avec Pleine Commune. Il y a plein de questions qui arrivent parce qu'il y a plein de points passionnants qui ont été soulevés dans votre dernière intervention. Il y en a une qui m'interpelle, qui est: est-ce que vous pouvez dire quelque chose de positif sur le progrès? Et c'est vrai que, vous l'avez dit, vous n'êtes pas contre l'innovation, au contraire, vous proposez, je cite, d'inverser le projet de la philosophie des Lumières qui aboutit selon vous à l'actuel capitalisme ultra-libertarien. Vous critiquez aussi beaucoup la big data économie, vous parlez de néant pour qualifier cette big data économie. Est-ce qu'on peut revenir sur votre vision du progrès, sur votre critique de ce qu'on appelle la gouvernance algorithmique? Je cite Antoinette Rouvroy, qui est la théoricienne belge que vous connaissez bien. Voilà, quel est votre regard sur le progrès et en quoi la technologie peut être au service de ce réenchantement du monde? Alors, moi, je ne suis pas du tout contre les big data. Je suis pour. Et d'ailleurs, je travaille à développer des machines comme ça. Simplement, ce que je dis, c'est que vous connaissez Chris Anderson ici. Je pense que c'est un homme très très connu dans le monde du digital. Donc vous avez entendu parler de lui. C'est le théoricien de la long train, comme on dit. Et c'était un des fondateurs de Wired, qui est la grande revue de la Silicon Valley, qui inspire un peu toutes les boîtes, les startups, etc. Qu'est-ce qu'a dit Chris Anderson en 2008? Il a regardé comment fonctionnait Google. Et il a dit, regardez comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils font chez Google? Ils font du génie linguistique, en fait. Vous faites des requêtes, vous voulez traduire des trucs, etc. Et ils offrent un service technologique linguistique. Voilà. Extrêmement efficient. Et si vous allez maintenant à Mountain View, que vous rencontrez le directeur de la recherche de Mountain View, vous lui demandez, et alors, où sont les linguistes? Ben, il vous répond, il n'y a pas de linguistes. On ne fait pas de linguistique ici. On fait du génie linguistique, mais on n'a pas besoin de linguistes. On n'a que des mathématiciens. Si d'ailleurs vous demandez, mais alors où sont les biologistes et les médecins, puisque vous avez fait des trucs sur la grippe et l'épidémie? Ah, il n'y a pas de biologistes et de médecins, il n'y a que des mathématiciens. Conclusion de Chris Anderson, il n'y a plus besoin d'enseigner la linguistique, il n'y a plus besoin d'enseigner la médecine. Il faut développer les data scientists spécialisés dans des domaines particuliers. Si maintenant vous lisez Frédéric Kaplan, qui est un polytechnicien français, mathématicien, etc., et automaticien, spécialiste automatique, qui travaille maintenant en Suisse. Qu'est-ce que dit Frédéric Kaplan? Il publie il y a 3 ans un article qui s'appelle Le capitalisme linguistique. Il analyse le business model de Google, mais comment ça marche aussi précisément, avec des chaînes de Markov, puisque ce sont des chaînes de Markov en fait qui sont utilisées là. Il dit il y a juste un petit problème, c'est que cette pratique de la linguistique tend à nous faire perdre l'orthographe, à nous faire perdre des compétences sémantiques, etc. C'est-à-dire que progressivement, nous perdons nos capacités linguistiques. Et il dit ça, c'est quand même un problème assez fondamental. C'est ce que j'appelais tout à l'heure un problème d'entropie. C'est-à-dire qu'en effet, Google développe des services extrêmement intéressants, mais dans le champ linguistique, je les utilise moi-même en permanence. Je suis en permanence sur Google, comme sûrement beaucoup d'entre vous ici. Mais il y a quand même un problème, c'est que ce traitement purement statistique du langage, qui traite à peu près 500 langues du monde entier, en temps réel, avec des big data, qui est capable, avec des algorithmes qui sont capables de traiter des milliards de data simultanément, c'est ce qu'on appelle le calcul intensif, eh bien, il ne travaille que sur les moyennes. Et si vous avez un tout petit peu étudié la linguistique, vous savez que ce qui fait évoluer les langues, ce sont les exceptions. Ce ne sont pas les moyennes. À partir de là, il y a un très gros problème. Ça veut dire que l'exploitation industrielle du langage par Google, avec ces techniques, est en train de faire muter les langues et de leur faire perdre leur capacité à se transformer. C'est peut-être un vrai problème quand on sait qu'Aristote, le philosophe, disait que c'est par la pratique qu'on a de la langue que nous sommes capables de penser. Voilà, donc là, il y a un problème. Je ne suis pas du tout contre les big data. Je dis qu'il faut une nouvelle politique des big data et plus généralement une nouvelle politique des technologies numériques. C'est ce que d'ailleurs j'ai proposé avec Orange de faire et Dassault Systèmes à Pleine Commune. Pour développer quoi? Ce que nous appelons un nouveau web néganthropique. Un web qui ne repose pas sur la calculabilité généralisée. Et là, c'est très important. J'ai travaillé sur ces questions avec Harry Alpin, qui est un chercheur américain, cofinancé par le W3C et mon institut. Le W3C, c'est Tim Berners-Lee. C'est la direction du web, enfin la direction. C'est l'organe de recommandation mondiale du web, qui est dirigé par le fondateur du web, Tim Berners-Lee.
Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le web, au départ, il était fait par Tim Berners-Lee pour valoriser la diversité des points de vue, des scientifiques, des ingénieurs, et faire que, non pas tout soit calculable. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a un point de vue singulier, exceptionnel, il n'est pas calculable. C'est pour ça qu'il est intéressant. Et c'est parce qu'il est néganthropique. Tout ce qui est anthropique est calculable. Mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'il vous emmène vers l'entropie. Donc nous disons, nous, qu'il faut réinventer un web européen, qui soit un web des incalculabilités. Ça ne veut pas dire qu'on ne se sert pas de la calculabilité, bien sûr que oui. J'ai aussi travaillé avec Wikimedia, et Wikimedia travaille à développer ce qu'on appelle des bots, qui sont en fait des robots logiques qui permettent aux 800 000 contributeurs qui font fonctionner Wikipédia gratuitement. Il n'y a que 50 salariés chez Wikipédia. Il y a 800 000 contributeurs. Donc ces 800 000 personnes travaillent ensemble parce qu'il y a des robots qui les aident. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut développer les robots, c'est très bien, mais pour aider les gens à valoriser ce qui n'est pas robotisable. Et juste un point sur ce... Ça, c'est avec Pascal Dalloz, qui est le directeur général adjoint de Dassault Systèmes, que j'ai élaboré ce discours. Un jour, je discutais avec lui et de ces questions d'automatisation, et il me dit, tu sais, un pilote de course, il travaillait pour Peugeot à cette époque, pour l'écurie de course de Peugeot. Un pilote de course qui roule à 400 km/h sur un circuit, c'est quelqu'un qui s'est complètement automatisé, qui a complètement transformé son corps. Un pilote de chasse, c'est encore plus, hein, parce qu'un pilote de chasse qui va à la Mach 2, comment il fait pour ne pas tomber dans les pommes avec les accélérations? Il faut qu'il ait complètement transformé son corps. Voilà. Et il a soumis son corps aux automatismes. Mais pour que le pilote gagne la course, il faut qu'il désautomatise. Donc la question, c'est comment on utilise les automates pour produire des désautomatisations de bifurcation, qui fait que vous gagnez une course sur un circuit aux 24 heures du Mans, vous gagnez la guerre avec votre Mirage 4, etc. Parce que vous faites à un moment donné un truc qui est imprévisible, ni par un missile solaire, ni par quoi que ce soit. Vous faites un truc qui va changer la donne. Voilà. Et c'est ça qui produit la valeur de demain. Donc moi, je ne dis pas du tout qu'il faut empêcher le développement des automates, etc. Bien au contraire, mais il faut créer des nouveaux modèles. Il faut créer des modèles qui sont disruptifs par rapport à la disruption de la Silicon Valley. Une question sur, vous avez abordé tout à l'heure vos discussions du moment avec Julian Assange et la notion de post-hacker. Est-ce qu'on peut revenir sur cette réflexion? Qu'est-ce que vous entendez exactement par entrer dans une ère de post-hacking? Alors les hackers, j'ai beaucoup d'amis hackers. Hein. Moi je ne suis pas hacker parce que je ne suis pas développeur. Les hackers sont des développeurs. Ce sont des gens qui savent casser du code parce qu'ils savent produire du code. Moi je ne sais pas produire du code. J'ai jamais appris, j'ai toujours pensé que ce n'était pas à moi de le faire, même si ça m'a toujours intéressé. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce monde-là, dont Julian Assange. Et ce que je crois, et je crois que Assange est en train d'évoluer dans ce sens-là aujourd'hui. Je dis parce que je suis allé le voir 2 fois et qu'on a fait un truc ensemble récemment et qu'on va continuer. Nous pensons que, avec aussi Geert Loving par exemple, qui est un activiste très très connu, qui est en Hollande, avec des amis aux États-Unis, nous pensons qu'il faut maintenant que les hackers, qui sont les hackers? Ken McKenzie Wark par exemple a fait une théorie du hacker, voilà, dans un truc qui s'appelle le Hacker Manifesto. Et il dit, voilà, ce sont des codeurs qui cassent, avec la technologie numérique, qui cassent les systèmes figés de domination des institutions, des grandes entreprises, etc. etc. Bon. Et je pense qu'il y a eu des choses très positives qui ont été faites grâce à ça. Voilà. Moi, évidemment, les hackers, pour moi, qui m'intéressent, c'est les gens du logiciel libre. J'ai beaucoup travaillé avec eux, j'ai fait fonctionner, j'ai eu des développeurs, parce que j'ai dirigé des entreprises où il y avait des développeurs. Et après avoir d'abord été contre le logiciel libre, parce que je ne connaissais pas en fait, et je venais d'arriver, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit non, au contraire, il faut absolument développer ça, et je suis devenu un militant du logiciel libre. Pourquoi? Parce que le logiciel libre, c'est une façon de hacker, y compris la propriété industrielle. Parce que le logiciel libre, ça casse cette exclusivité de propriété par le brevet, et ça crée des communautés de savoir avec des gens qui s'éclatent en travaillant. Et donc, ils créent du vivre ensemble. C'est fantastique, les communautés de libristes. Il y a vraiment des modes de vie qui se développent, etc. Bon, ça, c'est un vrai avenir. Voilà. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ces gens qui ont créé ces processus de hacking se mettent maintenant à travailler, à élaborer ce que j'appelle des nouveaux systèmes sociaux. C'est-à-dire des nouvelles règles sociales. Parce que les hackers ont eu une première vague qui était ultra-libertarien.
Et aujourd'hui, ils sont récupérés complètement par, disons, ce qu'on appelle parfois l'anarcho-capitalisme ultra sauvage, ce que j'appelle justement le capitalisme sans foi ni loi, libertarien, le Far West technologique. Et ça, c'est pas possible. Vous avez dû entendre parler du fait que Google, toutes ces boîtes sont rejetées à San Francisco aujourd'hui. Là où Uber a le plus de problèmes, c'est à San Francisco. Là où Airbnb a le plus de problèmes, c'est à San Francisco. Les Américains n'en peuvent plus de ces hackers. Ils sont en train ils leur balancent des cailloux même. Hein. Il faut savoir que les bus sont attaqués à coups de caillasse quand même. Je le sais parce que j'ai un de mes anciens étudiants qui bosse à Mountain View et régulièrement ils ont des problèmes comme ça. Donc ça va plus du tout. Il y a un rejet. Ce qui était autrefois le rêve formidable, on va créer. C'est plus du tout ça. Maintenant les gens disent on en a ras-le-bol de ces gens. Ils nous flinguent tout, ils détruisent tout. Il faut arrêter de tout détruire. Il faut construire. Et ça, c'est l'ère post-hacker. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce qui a été acquis par la culture des hackers. Ça veut dire qu'il faut passer à un nouvel âge culturel. C'est ça que j'appelle post-hacker. Vous n'avez pas mentionné Richard Stallman, mais vous le connaissez aussi bien, parce que je vois qui sont vos amis dans le libre ou vos amis hackers. Et je sais que vous êtes très proche aussi de Stallman et de son approche du libre. Une question sur le vivre ensemble et la technologie. Il y a Sherry Turkle, l'américaine, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Seul ensemble, et le titre est très parlant. Il y a une question qui est remontée il y a quelques dizaines de minutes sur ça. Est-ce que la technologie a permis de rapprocher les gens éloignés, mais est-ce qu'elle n'a pas surtout permis d'éloigner les gens proches? Est-ce que vous partagez cette analyse de notre rapport à la technologie? Oui, tout à fait. Alors, je m'intéresse évidemment à ce que fait Sherry Turkle. Je travaille aussi avec quelqu'un qui est beaucoup moins connu, qui est assez proche de ses idées, qui est une neurologiste, une neuroscientifique, qui s'appelle Marianne Wolf. J'ai d'ailleurs écrit la préface d'un de ses livres. Marianne Wolf, qui est quelqu'un qui au départ est spécialiste de la dyslexie et qui utilise l'imagerie médicale pour soigner des enfants à l'hôpital de Boston qui ont des problèmes de dyslexie. Et ce qu'elle a découvert, y compris avec ses propres enfants, elle a aussi un enfant dyslexique d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle a décidé de s'engager dans ces études-là, eh bien c'est que, d'abord que le cerveau humain, est une espèce de matière plastique extraordinairement plastique qui peut entièrement se reconfigurer intégralement. En fait, c'est pas elle qui a montré ça, c'est un Français qui est très connu maintenant, qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est au Collège de France. Mais elle a repris les travaux de Stanislas Dehaene et pour montrer que ce qui se passe avec cette capacité, par exemple, à totalement requalifier une aire corticale qui est dédiée à la motricité, etc., pour quelque chose de tout à fait d'autre, qui est de produire des symboles, eh bien, c'est que le cerveau a la capacité d'intérioriser les techniques que développe la société. Et en intériorisant les techniques que développe la société, quand vous allez à l'école, par exemple, entre 4 ans et 18 ans, pour aller jusqu'en terminale, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'intérioriser tout ce que, grâce à la technique de l'écriture, l'histoire, la géographie, la géométrie, l'orthographe, la grammaire, etc., a construit comme système, un système qu'on appelle les savoirs, en fait. Ce sont des systèmes sociaux, les savoirs. Mais ce qu'elle montre aussi, comme Sherry Turkle, c'est qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, enfin pas exactement comme Sherry Turkle, mais sur le même registre de questions, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, Catherine Hales aux États-Unis a montré ça, les machines et l'usage des machines qui vont, c'est très important ça de le souligner, 4 millions de fois plus vite que nous. C'est un des aspects de la disruption. C'est-à-dire quand vous interagissez avec une interface et que l'interface fonctionne à son régime optimal et que vous êtes dans un régime moyen, et que ça veut dire que votre système nerveux produit des influx nerveux qui vont à 50 mètres par seconde sur vos nerfs, hein, pas plus. La machine, elle va à 200 millions de mètres par seconde, elle va 4 millions de fois plus vite que vous. Donc elle est capable de vous prendre de vitesse absolument en permanence. Et progressivement, elle prend le contrôle de vos datas. C'est-à-dire des traces que vous avez laissées, et elle vous engage à produire des choses qui intéressent le business model et qui gèrent cette interface. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? C'est parce que Marianne Wolf montre qu'il y a un court-circuit. À un moment donné, vous n'allez plus intérioriser dans votre cerveau les conditions dans lesquelles fonctionne le système. Et donc, ce n'est pas le système que vous allez utiliser, c'est le système qui va vous utiliser. Vous êtes devenu une fonction du système. Vous n'êtes plus du tout un bénéficiaire du système. Et bien ça, c'est ce que décrit Sherry Turkle. De manière très concrète, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, moi, je ne suis pas du tout contre les réseaux sociaux, hein, mais par contre, je suis partout où je passe, je dis, quittez Facebook. Fichez le compte Facebook. Facebook, ça détruit le social.
Qu'est-ce que ça fait? Ça vous incite progressivement à mettre des trucs sur votre mur, etc., qui correspondent et qui sont très contrôlés, très intelligemment utilisés, qui correspondent aux intérêts de développement de la boîte Facebook. Et progressivement, ça vous fait perdre vos relations en dehors de tout ce qui est contrôlé et calculable par Facebook. Donc vous n'avez plus que des relations par la calculabilité. Moi, ce que je dis, c'est que les grands amis, ce sont des gens qui ont des rapports incalculables. Il y a un très beau film que je vous invite à regarder. Ça s'appelle... Merde, j'arrive plus à retrouver le titre maintenant. C'est un film de Jean Renoir qui se passe à la fin de la guerre de 14-18 avec von Straheim et Pierre Freinet. J'arrive plus à retrouver le titre, c'est dommage. Mais c'est l'histoire d'une amitié entre deux officiers, un Allemand et un Français, qui sont en guerre. Un est prisonnier de l'autre. C'est génial. Ce sont des amis. Vous avez retrouvé? Non, c'est pas celui-là. La grande illusion, merci beaucoup. La grande illusion. La grande illusion, c'est l'illusion de l'amitié. Eh bien oui, c'est une illusion absolument indispensable. Parce que voilà, ça, c'est pas calculable. Les vrais amis, ce sont des gens improbables. Moi, je suis devenu un jour ami avec une femme qui parlait pas français. Moi, je parlais pas l'arabe. Enfin, je parlais pas le berbère, plus exactement. Elle était berbère. C'était ma femme de ménage, en fait. Et j'ai découvert, parce que je louais une maison au Maroc, et j'ai découvert qu'elle habitait dans un bidonville. Elle m'a emmené dans ce bidonville. On est devenus super amis. Mais on parlait pas. On pouvait pas se parler. Donc mais par contre, on se passait de la musique, etc. Ça, c'est une amitié improbable. Voilà. Et c'est ça l'amitié. Bon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les réseaux, je ne suis pas du tout contre les réseaux sociaux. Mais pour moi, Facebook, par exemple, ce n'est pas du tout un réseau social. C'est un réseau antisocial. Je crois qu'il faut développer de vrais réseaux sociaux. J'ai travaillé, d'ailleurs, j'ai créé des modèles de nouveaux réseaux sociaux. Là aussi, avec Harry Alpine, dont je parlais tout à l'heure, et Yu Qiui, qui est un Chinois, un étudiant à moi, un ancien étudiant à moi. Et sur Pleine Commune, d'ailleurs, nous voulons créer de nouveaux réseaux sociaux qui utilisent les technologies de social networking, mais qui précisément reposent sur la création de vraies communautés d'intérêt avec des vraies relations amicales et pas du tout des modèles computationnels au service du business de la publicité sur Facebook, quoi. Alors, on va prendre évidemment le temps de prendre 2 ou 3 questions de la salle. Si possible, on va les grouper. Peut-être juste une dernière question avant de prendre les questions des étudiants qui sont présents ici. Beaucoup de questions qui remontent sur la Silicon Valley aussi, sur votre vision de la Silicon Valley. Et on vous demande pourquoi la clé, c'est l'Union européenne. Pourquoi vous choisissez et vous vous orientez vers une collaboration et pourquoi pour vous la priorité, c'est de réinventer cette société en collaborant au niveau européen et pas avec les acteurs à Silicon Valley. Pourquoi ce ne sont pas vos ennemis, mais pourquoi vous ne leur tendez pas la main et pourquoi vous n'allez pas là-bas en fait? Si, moi je leur tends la main, je travaille avec la Silicon Valley, j'y vais bientôt, donc si j'y vais c'est parce que j'y travaille. Mais ce que je dis c'est qu'il faut un point de vue européen. Pourquoi est-ce qu'il faut un point de vue européen? D'abord parce que je suis européen, je pense que l'Europe c'est le premier marché du monde, c'est encore le premier marché du monde. Si l'Europe se casse la gueule, de toute façon tout le monde va se casser la gueule, tout le monde. Et c'est ce que dit d'ailleurs Obama, il a dit ça il y a 2 semaines. Il a demandé à l'Europe d'arrêter, il a dit aux Européens, arrêtez les plans d'austérité, investissez dans de l'investissement public, etc. Il faut relancer l'économie, parce qu'il a la trouille. Tout le monde a peur que l'Europe se casse la figure. Et l'Europe est au bord de l'effondrement. Mais pour que l'Europe reparte, il faut qu'elle ait sa vision industrielle. Maintenant, ce n'est pas du tout contre la Silicon Valley, je dis ça. Moi, je ne suis pas dans les trucs d'ennemis et tout ça. Non, du tout. Par contre, je pense qu'il faut créer une alternative. Et ça suppose une vraie politique. Et puis, il faut un niveau de masse. Ce n'est pas la France, dans son petit coin, qui va faire un truc. Et encore moins moi, tout seul, à Pleine Commune. Il faut que ce soit avec les Allemands d'abord, qui ont une vision en plus, parce qu'eux, ils réfléchissent beaucoup à ça, avec les Belges, avec les Anglais. Il y a le Brexit, donc peut-être laissons tomber ces aspects. Mais ce n'est pas contre la Silicon Valley, c'est pour produire des choses alternatives, de la diversité. De toute façon, le modèle de la Silicon Valley est insolvable, à terme. Il est très spéculatif, c'est-à-dire qu'il prend, mais à un moment donné, il n'y aura plus rien à prendre et il se cassera la figure. Et ça, les gens de la Silicon Valley le savent en plus. Donc, il ne faut pas être naïf. Après, moi, je n'ai pas envie d'aller vivre dans la Silicon Valley, j'ai envie de vivre ici. Je signale juste un petit truc en passant. Palo Alto, dont on vient de parler aujourd'hui dans la presse, puisqu'il y a des gros problèmes. C'est la ville des États-Unis où les adolescents se suicident 4 fois plus en moyenne qu'ailleurs. Donc dans la Silicon Valley, qui est Palo Alto, c'est une ville très 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 riche. Il y a un gros problème qui obsède énormément les habitants de la Silicon Valley, c'est qu'il y a des mômes qui se jettent sous le Caltrain, qui passe à toute vitesse, là, qui relie Los Angeles, etc. Ils se jettent sous le train.
Et il y en a de plus en plus. Et donc c'est devenu une obsession des Américains. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, moi je pense qu'il y a quand même un problème, si vous voulez. Moi je crois qu'il n'y a pas de culture numérique aujourd'hui. Je pense que le numérique, il y a des gens qui essayent d'en développer une culture, comme Richard Stallman dont vous parliez tout à l'heure, etc. Mais cette culture, elle ne s'est pas encore vraiment développée. La culture, ce n'est pas le business. Et je ne dis pas ça contre le business. Il faut du business pour qu'il y ait de la culture. Un des grands théoriciens de ça, c'est Paul Valéry en France. Paul Valéry dit, s'il n'y a pas une grande activité bancaire, commerciale, etc., il ne peut pas y avoir le développement de la culture européenne. Mais maintenant, on ne peut pas dissoudre la culture. Je prends la culture au sens large, dans le calcul. Et ces mômes-là, eh bien, je crois qu'ils souffrent de ce que dit Sherry Turkle. Alors, on va grouper 2 ou 3 questions parce que l'heure tourne. Je vous laisse passer le micro aux étudiants. Concernant des solutions vis-à-vis de la culture pour mettre la culture à disposition de tout le monde et donc des solutions qui permettraient sous forfait par exemple de mettre la culture à possibilité de maximum de monde. Vous pensez quoi des solutions comme ça? Plusieurs questions. Non, il n'y en a qu'une de toute façon. Donc, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut de recherche et innovation au Centre Pompidou. Mais ce que je crois, c'est que la culture, le problème, c'est pas seulement de la mettre à disposition. Parce que je pense que les objets culturels, mais culture pour moi, ça ne veut pas dire simplement les œuvres d'art, etc. Cela dit, ça veut dire la culture physique, ça veut dire la culture culinaire, ça veut dire plein de choses de ce type-là. Ce qui fait qu'on se sent bien, les savoirs en général. J'aime bien dire un truc qui est lié à l'étymologie du mot savoir. Savoir, en latin, ça vient de sapere, qui est aussi l'origine du mot sapide. Le savoir, c'est ce qui donne de la saveur au monde. Par exemple, quand vous savez jouer au foot, vous regardez un match de foot, vous goûtez le match parce que vous savez apprécier. Si vous ne connaissez rien au foot, ce qui est mon cas, j'y connais rien, je n'apprécie pas. Voilà. Et j'ai travaillé au Centre Pompidou pendant longtemps. Il y a plein de gens qui viennent au Centre Pompidou. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 personnes par jour qui passent au Centre Pompidou. Ils sont envoyés par des tours opérateurs qui leur disent, bon, dans la journée, vous allez faire le Centre Pompidou, allez, 3 quarts d'heure. Le Louvre, bon, 2h30. Ensuite, le château de Versailles, et puis après, vous retournez dans votre coin. On appelle ça du consumérisme touristique. Voilà. Ce n'est pas du tout une pratique culturelle. Et donc, ce que je veux dire en disant ça, c'est que le savoir, pour y accéder, il faut savoir. Il faut donc développer des pratiques de savoir. C'est pour ça qu'au Centre Pompidou, moi, j'avais proposé de créer des clubs d'amateurs, où les amateurs pourraient accompagner, des amateurs qui sont vraiment des amateurs d'art ou de cinéma, tout ça, pourraient accompagner des gens pour leur dire voilà ce que nous aimons, pourquoi nous aimons ça, etc. Et j'ai développé une plateforme qui s'appelle Ligne de Temps qui permet de commenter des films, qui permet de commenter des concerts, etc. De partager les commentaires. Quand vous allez au cinéma, quand vous sortez du cinéma, vous dites à vos copains t'as aimé? Ouais, moi j'ai pas aimé. Bon, d'accord. Et puis ça s'arrête là. Mais c'est stupide. Pourquoi est-ce que vous avez aimé? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé? Vous ne savez plus le dire. Plus personne ne sait le dire. C'est parce qu'il n'y a plus de critique. Or, ça peut s'argumenter. Je vous parlais de La Grande Illusion tout à l'heure. Je pourrais argumenter sur le film, avec des notes sur le film, pour dire pourquoi je trouve cette scène extraordinaire, fantastique. Il y a quelqu'un qui pourrait me répondre en me disant mais non, c'est pas là que ça se passe le film, c'est dans une autre scène que ça. On pourrait confronter nos points de vue, développer des points de vue d'amateurs. Et bien ça, la technologie permet de le faire. Mais le droit d'auteur empêche de le faire. Et je pense qu'il faut aujourd'hui réinventer tout un processus pour permettre aux gens d'accéder au savoir, sous toutes leurs formes. Je travaille en ce moment beaucoup sur la question du football, parce que Pleine Commune, c'est le Stade de France. Et j'ai découvert qu'il y a 36 caméras sur le Stade de France. Et je le sais en fait depuis déjà pas mal d'années, que Canal+, qui avait à un moment donné l'exploitation de ces caméras, revendait ces shots, comme on dit, à des clubs de foot. Et j'ai appris que des mômes, dans des tout petits clubs de foot, utilisaient ces 36 caméras pour analyser les matchs. Et en fait, c'était de l'analyse de match, comme je voudrais, moi, qu'on fasse de l'analyse de film ou de concert. Eh bien, ça, là, il y a plein de trucs à faire. Voilà. Il y a plein de choses à faire, mais ce n'est pas simplement de la mise à disposition des œuvres ou de la culture. C'est de la création de nouvelles pratiques sociales, et pour lesquelles, en plus, il y a évidemment des business à développer. Voilà.
Ça fait des années que j'essaye de le faire avec la radio, la télévision, la presse, mais c'est très 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 difficile parce que alors là il faut hacker là. Il faut vraiment parce que c'est voilà, il y a des corporatismes comme on dit, et c'est très très difficile de faire ça. Et ça ne pourrait se faire qu'avec un soutien. J'ajoute juste un mot. Tout le monde dit Google, c'est génial, c'est sorti comme ça, c'est né en 97, Larry Page, tout. Google, c'est le résultat de 40 ans d'investissement de l'armée américaine dans la scientométrie, la bibliométrie, etc. S'il n'y avait pas eu 40 ans d'investissement, il n'y aurait jamais eu Google. Donc il ne faut pas dire que ça sort comme ça, c'est pas vrai. Donc ce que je veux dire en disant ça, c'est qu'il faut une vraie politique internationale en Europe pour développer ce genre de choses, et au départ à perte, bien entendu, parce qu'au départ c'est insolvable. Un tout dernier mot, parce que là on est déjà en retard, et puis une réponse courte de Bernard. Pour ce qui est de la culture, est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas seulement un problème de disponibilité de tout ce qui est culturel, mais aussi un problème de mentalité des gens qui vont pas forcément aller chercher ce qu'ils ont à disposition? Merci. Oui, allez-y. Et pour ajouter, pour compléter cette question, c'est une deuxième question sur la notion de prolétarisation intellectuelle que vous avez développée, qui est en fait, voilà. J'allais en parler. Et justement, j'allais parler de ça. Oui, je pense qu'en effet, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il n'y a plus une inclination vers ce genre de démarche de la part des gens, parce que ça se fait pas spontanément. C'est les résultats de l'éducation. Moi, j'ai écrit un jour sur les chasseurs de phoques. Voilà. J'ai écrit un de mes livres, se termine par l'analyse de ce que fait un chasseur de phoques. Un chasseur de phoques, les chasseurs de phoques, on les trouve chez les Aïnous, etc., au pôle Nord. Eh bien, ils passent beaucoup de temps à sculpter son harpon. Et c'est une culture chamanique, ça s'inscrit dans quelque chose qu'autrefois on appelait le totémisme. Bon. C'est toute une culture et c'est transmis, et la société consacre énormément de temps à ça. Largement autant que le temps à chasser les phoques. Voilà. Et pendant très très longtemps, par exemple, l'Église disait, vous devez travailler et tout ça, mais vous devez vouer un culte, je ne suis pas du tout chrétien, ni croyant, du tout, moi, je n'ai aucune pratique religieuse. Et après, Condorcet a dit, il faut aller à l'école, il faut développer ses capacités, et ce n'était pas du tout pour trouver du boulot qu'il fallait aller à l'école, c'était pour être simplement quelqu'un de bien, et de bien dans la société, bien au sens qui se sent bien. Voilà. Quelqu'un qui se sent bien dans une société, qui comprend la société dans laquelle il est, etc. etc. Aujourd'hui, on dit qu'il faut apprendre à coder, par exemple, à compter, etc., pour trouver un job. Il n'y aura plus de job de toute façon, c'est complètement con de dire ça. Ce n'est pas le problème. Il faut apprendre à faire des choses bien. Il y a quand même des gens qui le font, parce que si Wikipédia fonctionne avec 800 000 contributeurs, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui se disent, si, il y a plein de trucs bien à faire, et qui luttent contre la prolétarisation. Et là, je termine là-dessus. En fait, moi, ce que je soutiens, c'est que le premier à avoir dit ça, c'est Adam Smith. Parce qu'on dit toujours que c'est Karl Marx. Non, c'est Adam Smith, le théoricien du libéralisme. L'industrie s'est développée pendant 2 siècles et demi sur la base de la prolétarisation, c'est-à-dire progressivement, tout le savoir que j'avais passe dans les machines, devient automatique, et c'est moi qui deviens une fonction de la machine, non plus la machine qui devient un service pour moi. C'est fini ça. Il faut dépasser ça. Et c'est ça le sens du logiciel libre. C'est qu'à un moment, moi j'ai découvert ce truc fantastique. J'avais des employés à l'IRCAM et à l'INA. Mon problème, c'était de les faire partir du boulot. C'était pas de les faire venir travailler et de les convaincre de travailler. C'était de leur dire arrête de bosser, t'es trop fatigué, occupe-toi de tes enfants, fous le camp. Parce qu'en plus, j'avais l'inspection du travail aux fesses. J'ai pas le droit de laisser les gens 24 heures sur 24 dans leur bureau. Il y en avait un, il avait carrément son matelas, ses chaussettes qui séchaient sur l'ordinateur, etc. Il dormait là. Mais c'est pas parce qu'il était homeless, c'est parce qu'il passait sa vie là avec son ordinateur. Il était un peu addict quand même. J'étais obligé de le foutre dehors parce que c'est illégal. Voilà. Mais c'est très contrasté. Mais pourquoi est-ce que le logiciel libre crée cet investissement-là? C'est parce qu'il repose sur la déprolétarisation. Le logiciel libre, ça repose sur le partage de savoir. Non pas du tout sur je perds mon savoir qui passe dans la machine. Non, au contraire, je partage avec d'autres des savoirs toujours plus complexes, toujours plus intéressants. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, la très grande majorité des gens sont très prolétarisés. Pas simplement en tant que travailleur, en tant que consommateur. Par exemple, aujourd'hui, vous faites ce que vous dit la télé d'acheter. Voilà, vous êtes de plus en plus téléguidé par la télé, par les plateformes, etc. C'est plus vous qui savez ce que vous devez faire, c'est des systèmes qui calculent ce que vous devez faire. Et vous n'avez plus rien du tout. Vous êtes devenu une espèce de marionnette électronique, voilà, ou automatique. Ça ne peut pas fonctionner pour les raisons que je disais tout à l'heure. Ça produit de l'entropie. Ce n'est pas durable, c'est insolvable économiquement.
Donc il faut aller vers la déprolétarisation. Et moi, je pense que quand on ouvre ces perspectives, les gens sont très partants. Mais évidemment, il ne faut pas leur tenir un discours. Moi, j'ai créé un cours à la campagne, j'ai des gens qui élèvent des bœufs dans mes cours. Voilà, des paysans. Je leur parle de Socrate, etc., mais je m'intéresse aussi à leur prolétarisation. Ils sont très prolétarisés en ce moment. Et donc, voilà, il faut être capable de s'intéresser à ce que font les gens, à la situation des gens, pour qu'eux comprennent qu'on ne les regarde pas comme de la merde, quoi, pour parler clairement. Excusez-moi de la vulgarité de mon propos. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci pour cette réponse presque courte. Merci Bernard pour cet échange. Il y a beaucoup de points passionnants qui ont été abordés, qu'on a essayé de relier à une nouvelle manière de vivre ensemble. Et j'espère qu'il y a des pistes qui vous ont inspiré, parce que je sais que derrière, ça doit aussi déboucher sur des applications concrètes. Donc merci à tous pour votre attention. Merci à Bernard, surtout d'être venu. Et puis rendez-vous pour la suite. Rendez-vous pour la suite donc du cycle de débat dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci.